Bonjour, je suis Clément Dagnès. Vous venez de rejoindre l'État-Major, le podcast de l'Express consacré à la défense. Pendant plusieurs décennies, l'armée de terre française, bien que polyvalente, s'était tout de même spécialisée dans ce qu'on appelle les OPEX, ces opérations extérieures, à l'étranger, souvent au-delà des mers. Le dernier exemple, c'est évidemment la lutte contre les djihadistes au Sahel, aux côtés de partenaires africains. Mais un nouveau chapitre s'est ouvert avec l'invasion de l'Ukraine de février 2022. La Russie pourrait aller plus loin et s'en prendre à un allié de la France, comme l'Estonie, la Pologne ou la Finlande. C'est d'autant plus concevable que Vladimir Poutine a déclaré, je cite, que les frontières russes ne s'arrêtent nulle part. Afin de faire face à cette menace, la France, tout en gardant la maîtrise de ses forces, prévoit de combattre aux côtés de ses partenaires. Et pour cela, ces armées s'européanisent, c'est-à-dire qu'elles se pensent, plus que jamais, dans un engagement de coalition. C'est notamment le cas de l'armée de terre. Pour en parler, à l'occasion du dernier épisode de la saison inaugurale de l'État-Major, j'ai un invité de choix, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill. Il a accepté cet enregistrement dans son bureau de l'Hexagone Ballard, à Paris. Bonjour Général. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, voici une courte présentation. Vous avez pris vos fonctions actuelles il y a 4 ans. Vous avez succédé au général Thierry Burkhardt, passé chef d'état-major des armées. À votre sortie de l'école de Saint-Cyr en 1990, vous avez choisi l'infanterie au sein des troupes de marine, l'une des grandes familles de combattants de l'armée de terre. Vous avez connu de nombreux déploiements en Afrique et dans les Balkans, des postes de commandement comme de cabinet. J'en retiens un. Vous avez fait partie de l'équipe chargée des coupes dans les effectifs et les bases des armées décidées en 2008 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, dans vos tableurs, il est plus question de remonter en gamme. Le sommet de l'OTAN de La Haye s'est terminé sans que la solidarité de défense entre les alliés ne soit remise en cause par Donald Trump. C'est un soulagement pour beaucoup de pays, en particulier ceux frontaliers de la Russie. Êtes-vous également satisfait de ce qui est sorti de ce grand rendez-vous ? Oui, évidemment, je suis satisfait de ce qui est sorti de ce grand rendez-vous, dans le sens où l'Alliance Atlantique, l'OTAN, a été confortée par l'engagement collectif des alliés, au niveau des chefs d'État, à se défendre contre toute menace et évidemment contre la menace russe, puisque c'est elle aujourd'hui qui est la plus présente, la plus pesante aux frontières de l'Europe. Voici plus de 3 ans qu'une guerre inédite par son ampleur et ses dommages, depuis la Seconde Guerre mondiale, se déroule en Ukraine. La France considère dorénavant que la Russie constitue une menace existentielle pour l'Europe. C'est un tournant géopolitique. Sur ce plan, qu'est-ce qui est attendu de l'armée de terre cette année, aujourd'hui, en 2025 ? Alors, ce qui est attendu de l'armée de terre aujourd'hui, en 2025, c'est d'appuyer la stratégie de notre pays. Quelle est-elle ? Notre pays a toujours voulu peser sur son destin. Qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années ? C'est que finalement un certain nombre d'États, dont la Russie évidemment, nous disent qu'ils sont prêts à employer la force pour peser sur leurs voisins, pour plier les volontés. C'est en quelque sorte le retour des empires. Et face à un empire, vous êtes soit vassalisé, soit ennemi. Notre pays est le continent européen. Quel est le choix pour ces pays vis-à-vis des grandes puissances qui les entourent ? L'idée de notre pays, c'est que ce continent doit être une puissance, doit peser sur son destin, doit pouvoir décider de résister à l'intimidation, doit pouvoir montrer sa détermination. Donc le rôle des armées en France, et en appui de cette politique, c'est d'aider à montrer la détermination de notre pays, donc de montrer que nous sommes prêts à aller au plus dur des conflits, même si l'objectif n'est pas tant d'aller à la guerre, au contraire. C'est d'agir pour empêcher la montée aux extrêmes. Le chef d'état-major des armées dit « gagner la guerre avant la guerre, arriver tous les jours à montrer notre détermination ». Ça passe notamment par la capacité à agréger un certain nombre d'alliés, ce qu'on appelle être une nation cadre. Il y a encore peu de temps, l'armée de terre française se déployait avant tout vers l'Afrique. L'invasion de février 2022 a accéléré son pivot continental, son européanisation. Quelle différence dans la façon dont s'entraînent les soldats de l'armée de terre au quotidien ?
Évidemment que l'invasion à grande échelle de la Russie en Ukraine en 2022 a changé la donne parce qu'elle a montré l'acuité de la menace et l'urgence de cette menace à l'est de l'Europe. Et que, puisque nous faisons partie d'une coalition, nous avons donné, cette fameuse coalition de l'OTAN notamment, nous avons donné notre signature et notre parole à un certain nombre d'alliés que nous les défendrions s'ils étaient attaqués et ces alliés se sentent menacés dans leur existence même ou dans leur intégrité territoriale par la Russie. Cette menace, elle est réelle pour ces alliés, elle est existentielle pour l'Europe, vous l'avez dit, au sens existentiel pour la cohésion de l'Europe, et c'est probablement la menace la plus dangereuse. Une armée, la nôtre, doit être prête à faire face à la menace la plus dangereuse. Et donc il est important que nous nous préparions à parer cette menace, encore une fois, en agissant tous les jours, en montrant notre détermination, en nous montrant redoutables, redoutés, crédibles vis-à-vis de nos alliés. Est-ce à dire que c'est dorénavant le seul espace d'engagement de nos armées? Non. L'espace dans lequel nous avons été engagés au cours des 30 dernières années, qui était celui de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique, du Proche et Moyen-Orient, d'une zone dans laquelle finalement des espaces sont non contrôlés par les États, des trafics s'installent, des déséquilibres démographiques pèsent, aggravés par le réchauffement climatique, que cette menace qui se traduisait par les trafics, par le terrorisme, va disparaître? Non. Donc nous devons continuer à être prêts à agir dans cet espace, notamment par la prévention des crises. Et c'est complémentaire de notre besoin et impératif de s'engager face à la menace la plus dangereuse, qui est celle à l'est de l'Europe. Et qu'est-ce que ça change au quotidien dans l'entraînement de vos milliers de soldats, puisque la force opérationnelle terrestre, celle des combattants de l'armée de terre, si je ne me trompe pas, c'est 77 000 soldats aujourd'hui. C'est ça, là, ce qu'on appelle la force opérationnelle terrestre, c'est 77 000 soldats, ça forme le cœur battant, le cœur combattant de l'armée de terre. C'est 77 000 soldats, mais les soldats qui sont autour y contribuent également, étaient au préalable préparés à combattre dans des guerres choisies, plutôt sur des théâtres d'opération, c'est-à-dire sur des territoires éloignés, avec éventuellement des élongations très importantes, des espaces à couvrir, notamment ça a été le cas au Sahel, qui est extrêmement important et qui très concrètement demande des capacités d'endurance, d'élongation des transmissions, etc. Ce que change le fait que cette menace majeure, même si elle n'est pas la plus probable, reviennent en Europe, nous oblige à développer en complément d'autres qualités de combat dans des espaces ou dans des dispositifs beaucoup plus ramassés, beaucoup plus internationaux et imbriqués avec nos alliés, avec des équipements probablement plus lourds, ce qu'on appelle finalement la haute intensité, c'est-à-dire la bataille face à une armée qui irait jusqu'au bout de son engagement sur, on pourrait appeler une guerre totale des nations, une guerre totale des combattants, des armées, sur des fronts beaucoup plus resserrés, avec des combats probablement plus longs, plus durs, plus meurtriers. On a vu aussi avec la guerre en Ukraine le retour de quelque chose qui a beaucoup marqué dans l'imaginaire collectif français, ce sont les tranchées. Est-ce que là encore, c'est quelque chose qui a été adapté dans l'entraînement des soldats français ? Oui, évidemment, nous adaptons notre entraînement à la réalité de ce que nous voyons sur les champs de bataille. Alors, il faut être prudent et modeste dans le sens où notre enjeu, c'est d'observer ce que sont les combats sous nos yeux, pour en déterminer des éléments qui pourront être des éléments finalement structurels, qui existeront dans l'avenir quoi qu'il arrive, d'autres éléments qui peuvent être beaucoup plus conjoncturels, beaucoup plus liés au lieu de la bataille. Que retenons-nous de ces combats en Ukraine ? Peut-être premièrement, et au-dessus du niveau des armées, que ce sont les armées qui gagnent les batailles, mais que ce sont les nations qui gagnent la guerre. C'est-à-dire que pourquoi les Ukrainiens aujourd'hui résistent à cette invasion russe, alors qu'en principe, l'armée russe était bien plus formidable et bien plus puissante au début, c'est parce que c'est la nation qui résiste et qui défend son territoire. Mais si je descends au niveau un peu plus militaire, que retenons-nous de cette bataille ? C'est la coexistence des éléments les plus archaïques de la guerre, les tranchées, la boue, les batailles maison par maison, pièce par pièce, le feu qui tue, avec un bouillonnement, une évolution, un emploi des technologies les plus modernes absolument extraordinaire.
les drones, les systèmes de transmission, les téléphones portables, les satellites dits du New Space, c'est-à-dire qui sont en orbite basse, et tant d'autres. Or, les éléments les plus anciens du combat sont là et demeureront, mais ces éléments beaucoup plus modernes se surajoutent sans éliminer ces dimensions plus anciennes de la guerre. Donc pour l'entraînement, nous avons l'impératif, et c'est la difficulté, d'être sur la totalité du spectre, qui est encore plus large qu'avant, des savoir-faire les plus élémentaires, tirer pour tuer, creuser pour se défendre, secourir pour sauver, et de l'autre côté, les éléments les plus modernes, inventer de nouvelles tactiques, des emplois, des drones, de la guerre électronique, de la robotique, etc. L'innovation ne concerne pas seulement le capacitaire. Comment développer l'esprit pionnier pour votre armée de terre ? Vous avez employé cette expression d'esprit pionnier que je trouve très belle et très, très significative. C'est cette volonté d'innovation. Et il me semble que dorénavant, ça fait partie des capacités militaires indispensables. C'est-à-dire comment faire au mieux avec ce qu'on a, comment inventer techniquement, comment inventer en termes de doctrine, etc. Nous avons créé dans l'armée de terre il y a 2 ans un grand commandement chargé de l'innovation qui s'appelle le commandement du combat futur, qui développe notamment les innovations pour apporter les capacités majeures à notre armée de terre, et notamment, dans le cadre du développement de la division 2027, les capacités de feu et de logistique, qui sont des capacités qu'on doit renforcer. Mais cette innovation par le haut, il est absolument indispensable qu'elle soit complétée par une innovation par le bas, une innovation des unités, pour les petits équipements, pour la doctrine, pour employer au mieux ce qu'elles ont. Cet esprit pionnier par le bas est absolument indispensable. Un des points d'application majeurs aujourd'hui, ce sont les drones. Il ne s'agit pas d'attendre qu'on me livre un drone et ensuite, avec le manuel d'emploi, c'est comment j'imprime mon drone, comment je répare mon drone, comment j'emploie mon drone concrètement dans la mission qui est la mienne. Cet esprit pionnier, ce sera une des grandes qualités des armées modernes. Vous l'avez mentionné, et je sais que vous avez participé à un récent colloque sur l'intégration opérationnelle de l'IA dans l'armée de terre. À quel point l'IA et les drones changent déjà et vont encore changer, voire révolutionner la façon de faire la guerre ? L'IA est partout. Le numérique est partout. Nous sommes, en tant que société, pas seulement armée, au milieu d'une révolution industrielle absolument majeure, qui a commencé il y a déjà plusieurs décennies, qui va se poursuivre encore, qui est la révolution industrielle du numérique et de l'information. Cette révolution industrielle, elle transforme très profondément les sociétés. Notamment, elle ouvre de nouveaux espaces au sens cyber, mais aussi ces fameux espaces de l'information qui a toujours existé. On a toujours essayé de convaincre l'adversaire qu'il valait mieux qu'il ne vienne pas au combat, d'essayer de l'intoxiquer et de renforcer les forces morales de nos propres soldats. Mais aujourd'hui, avec la fluidité de la circulation de l'information compte tenu des nouvelles technologies, il y a une véritable révolution. C'est une réalité sociale et sociétale, dont une des applications est notamment que la distinction entre le front et l'arrière disparaît, au sens où, face à un ennemi extrêmement puissant, cet adversaire essaierait d'attaquer notre arrière par des attaques cyber, par de la subversion, par des sabotages et que sais-je, et que c'est une des réalités du champ de bataille moderne. Il n'empêche qu'en termes d'entraînement et en termes d'emploi des outils mis à notre disposition, dont l'intelligence artificielle, et c'était votre question, ils sont évidemment omniprésents dans les armes modernes. Ils sont omniprésents pour améliorer les capacités des armements plus anciens, c'est-à-dire, encore une fois, par exemple, les questions d'analyse d'image des caméras que nous avions déjà dans les tourellots de nos véhicules, de façon à pouvoir distinguer plus vite des objets qui seraient à repérer dans le paysage, à suivre des cibles, par exemple un drone en vol, de façon à pouvoir calculer automatiquement les corrections de tir, etc., sont omniprésents dans nos postes de commandement, de façon à brasser l'immense masse des données qui est récupérée par l'ensemble des capteurs que nous avons, de façon à trouver dans cette botte de foin la bonne information pour pouvoir agir, omniprésent dans l'aide à la décision des chefs à tous les niveaux, sous forme de wargame, sous forme d'aide à la décision, d'aide à la rédaction, exactement comme l'IA est en train d'occuper de très nombreux espaces de la vie quotidienne.
Comment parvenir à une harmonisation sur de telles innovations de guerre au niveau européen, puisqu'il est aussi question de combattre, de se préparer en coalition pour l'armée de terre française? Le premier instrument de la coalition entre Européens, c'est la norme, la normalisation, et c'est l'OTAN. L'OTAN est une organisation politique à but défensif, mais c'est aussi une machine à commander avec des états-majors et une machine à normaliser, créer de la norme. Cette norme, c'est une façon de préparer, de construire le socle sur lequel pourra se faire l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité à travailler ensemble. Même si doivent se surajouter à ces normes la connaissance mutuelle, une forme d'entraînement mutuel, etc. Parce que probablement, moins que dans le domaine aérien ou dans le domaine naval, dans lequel il y a ces notions de ce qu'on appelle le plug and fight. Un bâtiment français rejoint un groupe naval britannique, par exemple, il est capable de se brancher instantanément dessus parce que les normes ont permis de créer les canaux de communication et de mener le combat avec ce groupe naval. Dans le domaine terrestre, les choses sont plus complexes, comme souvent, notamment parce que les dimensions humaines, de connaissances, d'imbrication, de l'aridité du sol et des obstacles au contact du sol font que, au-delà de cette interopérabilité technique, la connaissance mutuelle, la capacité à s'entraîner ensemble sont des éléments indispensables pour avoir une vraie interopérabilité. Justement, aujourd'hui, l'armée de terre française est capable de déployer une brigade en 10 jours, c'est-à-dire 5000 hommes et les moyens logistiques qui vont avec. Le déploiement d'une division en 30 jours, c'est-à-dire environ 15 000 hommes, sera possible en 2027. C'est l'objectif. Pour comprendre le chemin à parcourir pour atteindre cet objectif, qu'est-ce qu'il manque encore ? Alors un préalable en réponse à votre question, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, le cœur de l'armée de terre, c'est 77 000 hommes, c'est la force opérationnelle terrestre. Si demain, ce soir, il y a un danger majeur, sur les remparts de la France et de l'Europe, il y aura 77 000 soldats français. Dans toutes les missions possibles, y compris sur le territoire national, etc. Cet objectif d'avoir une brigade bonne de guerre en 2025 que nous avons atteint, et cette division 15 000 hommes, vous disiez, déployable en 30 jours en 2027, c'est d'avoir une division aux meilleurs standards, avec les meilleurs équipements les plus modernes, l'ensemble de la logistique, de l'entraînement et du liant entre l'ensemble de ces éléments pour en faire un outil réellement de combat aux meilleurs standards. Le chemin à parcourir, il est d'une part une question d'équipement qui sont en train d'être livrés dans la loi de programmation militaire, mais il est aussi une question justement du liant, c'est-à-dire de tous ces petits équipements additionnels qui transforment un véhicule ou un ensemble de véhicules en une unité de combat. Ce sont les armes, ce sont les brouilleurs anti-mines ou anti-drones, ce sont les systèmes d'écran de fumée qu'on peut déployer, ce sont les systèmes d'alerte contre les missiles, ce sont les systèmes de lutte contre les munitions qui sont tirées contre ces véhicules, les postes radio, ce sont les hommes qui sont à bord, c'est l'entraînement qu'ils ont pu mener, ce sont les munitions qui permettent d'approvisionner les armes, c'est transformer un outil de défilé ou un véhicule beau pour le défilé en un véhicule de combat et une unité réellement prête à la guerre. C'est aussi de l'entraînement et c'est ce chemin que nous allons parcourir au cours des prochaines années. Vous avez évoqué le fait qu'en 2025, l'armée de terre dispose d'une brigade déployable en 10 jours. Comment vous allez démontrer ça ? Effectivement, posséder, c'est bien, démontrer et faire la preuve, c'est mieux. Donc cette année, nous allons, à travers un exercice d'Asian Fall en Roumanie, démontrer que nous sommes capables de déployer concrètement, pour de vrai, une brigade en 10 jours hors de France. Nous avons en permanence en Roumanie un bataillon, c'est-à-dire 1 millier d'hommes à peu près, dont nous avons dit qu'il serait, en cas de menace, nous serions capables de le monter au niveau d'une brigade, c'est-à-dire 2500 à 5000 hommes, enfin de cet ordre de grandeur. Et c'est ce que nous allons faire cet automne, au cours de cet exercice, en déployant les munitions, les régiments supplémentaires, les systèmes de commandement, et en l'intégrant dans le système de commandement qui est en place et qui est notamment une division roumaine aux ordres du dispositif général de l'OTAN. Juste pour présenter ça aux auditeurs,
Ça fait maintenant 3 ans que vous avez lancé un grand plan de transformation de l'armée de terre avec la création de ce que vous appelez des commandements alpha. Est-ce que vous pouvez expliquer à un auditeur qui ne connaît pas bien l'armée de terre, son fonctionnement, ce que ces transformations apportent aujourd'hui à l'outil de combat français ? Le cœur de la transformation que nous menons au cours de la loi de programmation militaire 2024-2030, pour laquelle la France consacre des ressources en croissance et qui nous permettent d'étoffer, de rendre plus cohérent notre outil de défense, c'est finalement d'acquérir au cours de ces années à la fois les équipements mais aussi les savoir-faire qui sont ce qu'on pourrait appeler les capacités différenciantes. C'est-à-dire que notre armée de terre est et a toujours été traditionnellement très, très forte et très puissante dans ce qu'on appelle le combat de contact. C'est-à-dire, en fait, le combat au contact direct de l'adversaire et pour frapper ses arrières jusqu'à une vingtaine de kilomètres tout en protégeant les nôtres. Donc, en gros, une tranche du champ de bataille qui pourrait être de part et d'autre d'une forme de ligne de front, 20 kilomètres de part et d'autre. Et, à contrario, finalement, aujourd'hui, nous avons des manques et nous avons besoin de compléter nos capacités, à la fois dans la profondeur, c'est-à-dire de pouvoir frapper l'ennemi dans sa profondeur jusqu'à 100 km, 150 km, donc d'avoir les moyens pour obtenir du renseignement, comprendre ce qu'il fait, y intervenir, soit par des hélicoptères, par des feux d'artillerie, par des munitions téléopérées, etc. Nous avons donc créé un grand commandement alpha qui s'appelle le commandement des appuis dans la profondeur et du renseignement, qui est chargé de développer ses capacités et de développer les tactiques et les doctrines nécessaires à ces capacités. À l'arrière, il y a ce qu'on appelle la zone arrière, et c'est la zone dans laquelle se déploie la logistique, dans laquelle on répare les équipements, dans laquelle on évacue les blessés, on redonne du potentiel aux unités, on a des routes qui permettent d'aller vers le front qu'on appelle des pénétrantes, des rocades qui permettent de circuler, etc., de déployer des systèmes de commandement, des éléments de feu. C'est ce qu'on appelle l'arrière. De même que, exactement comme pour la profondeur, nous avons besoin de réapprendre et d'acquérir les capacités, les moyens, les équipements, mais aussi les savoir-faire de cette zone arrière pour la manœuvre des grandes unités. Il y a un commandement alpha, c'est le commandement de l'appui à la logistique de théâtre qui a été créé pour, avec 3 brigades, mais je ne développe pas forcément plus, développer les savoir-faire dans ce domaine-là. Et puis il y a ce qu'on peut appeler les à côté. C'est l'hybridité, c'est un peu toutes les actions qui sont finalement indirectes d'influence, de cyber, etc., qui sont de forces spéciales ou ressemblant à des actions de forces spéciales, et nous avons qui enveloppent tout cet espace, et nous avons créé un commandement alpha qui est destiné à cette dimension-là. Et puis le 4e, c'est la lymphe, c'est l'espace dans lequel baigne cet ensemble, c'est l'espace numérique et du cyber et des transmissions. Et donc nous avons un 4e commandement alpha qui doit apporter les moyens de transmission et de communication à cet ensemble. Et finalement, la capacité de division, et encore plus une capacité de corps d'armée, c'est ça, c'est savoir fournir aux unités qui sont au contact les capacités de la profondeur, de l'arrière, de l'environnement au sens hybride, mais aussi des transmissions. Justement, quel bilan tirez-vous de l'exercice Warfighter 2025 de début juin ? Alors une précision aux auditeurs, il s'agit d'un exercice simulant une guerre de plusieurs centaines de milliers de soldats, avec un adversaire tout à l'est du continent. En l'occurrence, pour la France, il y avait un état-major d'1 millier de soldats qui a simulé le commandement de 50 000 autres. Et cet état-major divisionnaire était sous les ordres d'un corps d'armée commandé par les États-Unis. Warfighter, c'est un exercice que les Américains font de manière régulière, c'est simulé sur ordinateur, comme vous l'avez dit, pour contrôler leur corps d'armée, capable de commander plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Et pour que cet exercice puisse être réaliste, il y a besoin d'avoir un certain nombre de subordonnés qui soient effectivement représentés par des états-majors déployés, même si à la fin les chars, etc. sont simulés sur des ordinateurs. Notre objectif, c'était de participer à cet exercice annuel des Américains, sous ce commandement du corps américain, pour montrer que nous étions interopérables avec ce corps américain pour pouvoir asseoir notre crédibilité vis-à-vis des Américains. Si jamais il y avait un combat réel dans les années à venir, Américains, soyez certains, vous avez vu au cours de Warfighter que nous avions la capacité à commander une division sous vos ordres, à recevoir vos ordres, à comprendre vos ordres, à contribuer à votre manœuvre de manière crédible. À côté d'autres alliés, il y avait notamment une division britannique et une division allemande.
nous avons combattu à l'américaine. Et donc, notre poste de commandement de division, la première division de Besançon, commandée par le général Faguet, son système de commandement, de poste de commandement représentant à peu près au total 1 millier d'hommes, a figuré pendant plus de 3 semaines cette division subordonnée au corps américain. Et je pense que nous avons réussi d'abord, nous, à monter en gamme et à nous entraîner en vue de cet exercice et à démontrer au cours de cet exercice que nous étions au meilleur standard d'un point de vue des capacités de commandement. Et ce n'est pas tout, parce que l'armée de terre française s'entraîne également à commander un corps d'armée de plusieurs divisions. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est un exercice différent. L'armée de terre française a la possibilité, doit avoir la possibilité de commander un corps d'armée multinational. Un corps d'armée, 30, 40, 50, 60 000 hommes, c'est pas tant d'ailleurs la masse qui est importante que l'ensemble des fonctions que je décrivais tout à l'heure, de la profondeur, de l'arrière, de l'environnement, etc., d'être la première dimension qui est en contact avec l'arme aérienne ou les navires, de prendre en compte une manœuvre. Donc la France a l'ambition et a la capacité de commander une unité de ce type. Nous avons donc un poste de commandement de corps d'armée qui s'appelle le poste de commandement du corps de réaction rapide France, qui est basé à Lille, sous les ordres du général Benoît Desmeules, un général de corps d'armée. Justement, le grade correspond à son rôle. Et ce poste de commandement, nous l'avons, et il est d'ailleurs multinational, avec un certain nombre d'officiers et sous-officiers étrangers, et il est capable de commander un corps. L'an prochain, notre corps d'armée, notre poste de commandement de corps d'armée, va commander, en partie fictivement, mais en partie sur le terrain, des forces, à travers un très grand exercice qui va s'appeler Orion, qui va avoir une dimension en partie déployée sur le terrain, qui nous permettra de démontrer justement à nouveau cette capacité à commander un corps d'armée. Vous l'avez mentionné, l'armée française compte 2 divisions. La première qui est tournée vers la défense continentale et la 3e division qui est plus spécialisée sur les déploiements plus lointains. Que pensez-vous de la proposition des députés Thomas Gassilou et Damien Girard d'une division supplémentaire dite low-tech pour donner plus de masse, plus de volume à l'armée de terre française? Au cours de la loi de programmation militaire, il est prévu que nous équipions les 2 divisions qui sont aujourd'hui dans l'armée de terre française, la première division de Besançon et la 3e division de Marseille, et que nous les équipions avec des capacités au meilleur standard, que ce soit les capacités de combat, de contact, etc., ou les capacités de logistique, de feu, de renseignement, de commandement. C'est la priorité pour moi. Et cette priorité, elle doit se développer dans une cohérence qui permette à ces unités d'être réellement déployables avec ce qu'elles ont. Il n'empêche que j'aurai et j'ai comme mission d'assurer également la défense du territoire national. Et pour assurer la défense de ce territoire national, bénéficier de réservistes, jusqu'à 50 000 réservistes à la fin de la loi de programmation militaire, et que ces unités de réserve et d'actifs qui contribueraient à la protection du territoire national, il est important qu'elles puissent être elles-mêmes équipées. Est-ce que cet équipement doit être au meilleur standard tel que celui des unités déployées en coalition à l'Est? Probablement pas. Et donc la question se pose, et je pense que l'idée est bonne, de réfléchir en complément de ce qui est aujourd'hui dans la loi de programmation militaire pour l'équipement Scorpion, etc., d'avoir un équipement de low-tech, en tout cas au juste coût, qui se rapproche d'équipements civils en termes de camions, de voitures, de systèmes de communication, et à base d'armes un peu légères jusque des mitrailleuses légères. Pour rebondir, en faisant écho à une information qu'on avait donnée mi-juin dans un article de l'Express, le président pourrait annoncer la mise en place d'un service militaire volontaire pour son discours de la défense qui précède le 14 juillet. Quel intérêt et quelle articulation intéressante pour vous à l'armée de terre ? Alors, ce qui est certain, ce qui est un fait, c'est que lorsque le président de la République a présenté ses vœux aux armées en janvier à Rennes, dans l'école du numérique de l'armée de terre, il a demandé au chef d'état-major des armées de réfléchir à un service militaire volontaire. Est-ce que le président de la République, sur la base des travaux que le chef d'état-major des armées, sous l'autorité du ministre, a menés depuis, est-ce que le président de la République va finalement accepter les propositions qui lui ont été faites et annoncer officiellement dans les prochains jours, prochains mois que on met en œuvre cette dimension de service militaire volontaire? Je le crois
Je le crois parce que je pense que ça correspond à un besoin, et c'est pour répondre à votre question d'articulation, c'est-à-dire que moi je suis persuadé qu'entre 1990 et 1995, au moment de la chute du pacte de Varsovie, on est passé finalement d'une armée d'appelés à une armée professionnelle. Et que probablement aujourd'hui, nous sommes à l'orée de passer d'une armée professionnelle à une armée mixte, c'est-à-dire une armée ayant des professionnels, des réservistes, mais aussi peut-être des volontaires faisant leur service. Pourquoi ? Ça m'est utile d'abord. Ça me serait utile parce que y a cette tyrannie de la masse. J'ai besoin d'une masse importante, notamment compte tenu des risques de conflits plus importants. En tout cas, j'ai besoin de pouvoir mobiliser de la masse, mais sans forcément l'avoir sous les drapeaux en permanence. Or, cette capacité à pouvoir monter en quantité sans avoir en permanence dans ses rangs, c'est typiquement la réserve, typiquement le service également. D'autre part, je vous le disais, un des grands éléments que nous avons appris de la guerre en Ukraine, c'est cette fameuse nation qui défend, qui gagne à la fin, même si les armées gagnent la bataille. Et ça, le fait que la nation puisse contribuer à la défense et que donc on puisse offrir dans nos rangs la possibilité à un certain nombre de jeunes Français et Françaises de servir sans forcément ils aient choisi d'en faire leur vie et leur métier, je pense que c'est une dimension qui est très importante de cette défense. Et puis troisième argument enfin, nous sommes une des rares armées européennes à avoir les effectifs dont nous avons besoin en quantité. Mais c'est une véritable manœuvre. Chaque année, nous recrutons 15 000 jeunes Français. Nous y parvenons. Mais c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts et c'est dans un contexte dans lequel finalement les classes d'âge à 20 ans, c'est-à-dire le nombre de jeunes Français qui ont 20 ans cette année est de l'ordre de 850 000. Or, compte tenu de la baisse de la natalité, nous savons qu'au cours des prochaines années, cette classe d'âge va diminuer fortement. Et donc, la capacité à recruter 15 000 jeunes chaque année, et éventuellement plus, si jamais on imaginait une armée plus volumineuse, je ne suis pas sûr d'y arriver, je suis même sûr qu'il faut que je trouve un autre moyen de le faire. Pour ces trois raisons, de masse mobilisable, d'implication des citoyens dans la défense et d'éléments de capacité à recruter, me font dire qu'on va aller vers une armée mixte, et une annonce de service militaire volontaire me semble être une des composantes de cette évolution vers l'armée mixte, en complément de celle du doublement des réserves. Il y a un mois, vous organisiez à Toulon un symposium des CEMAT méditerranéens. Ces dernières années, avec l'agressivité russe, qu'est-ce qui a changé dans vos échanges avec les autres chefs de forces terrestres, en particulier ceux des pays européens ? Ce qui est très clair dans les échanges avec mes homologues européens, c'est qu'il y a comme une géographie des chefs d'état-major. Ceux qui sont à l'Est et qui sont au contact de l'adversaire russe sont évidemment extrêmement inquiets de cette montée en puissance de l'armée russe et de cet emploi de la force désinhibée russe et considèrent qu'ils sont directement menacés. Et donc eux considèrent que la menace la plus dangereuse, mais aussi la plus urgente et à leurs yeux la plus probable, c'est la menace russe. Et donc, ils ont évidemment un regard tourné vers l'Est. Et dans les forums de chefs d'état-major de l'armée de terre européen, ils tiennent et ils souhaitent que nous puissions parler des réponses à cette menace. Les pays qui sont beaucoup plus loin à l'ouest, et nous sommes presque à l'extrémité de la péninsule européenne, ou les pays qui sont au sud de l'Europe, disent, et les chefs d'état-major le ressentent comme ça, attention, il y a d'autres risques, il y a d'autres menaces. L'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient, l'espace méditerranéen au sens large, et nous en avons malheureusement l'exemple sous les yeux avec les événements au Proche-Orient des derniers mois, reste un espace dans lequel des menaces, des risques extrêmement importants, voire croissants dans les années à venir, demeurent. Croissants parce que, notamment, le déséquilibre démographique entre l'Afrique et l'Europe va s'accroître. Et que donc, il est important que nous ne soyons pas obnubilés par la menace à l'Est, mais que nous traitions aussi les questions de menaces, de risques dans d'autres dimensions, ce qui, dans le langage militaire de l'OTAN, s'appelle 360 degrés, c'est-à-dire tout autour et pas seulement vers l'Est. Le partenaire américain inquiète plus qu'auparavant, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, clairement moins attaché à la défense de l'Europe qu'un Joe Biden.
Avez-vous constaté une approche différente des autres armées européennes sur ce point? Les Américains nous disent depuis plusieurs années qu'ils ne veulent pas être obligés de défendre les Européens parce qu'ils ont d'autres priorités potentielles. C'est le fameux pivot du président Obama. Le président Trump et son administration le disent peut-être avec beaucoup plus de franchise, peut-être de brutalité qu'avant. Mais il n'empêche que c'est un mouvement qui était présent et qu'on peut tout à fait comprendre. Sur le plan militaire, les militaires américains que je rencontre continuent à être conscients de la menace sur le territoire européen et surtout de l'enjeu pour les Européens en coalition avec les Américains à ne pas être faibles sur ce continent et donc avoir besoin et l'impératif de continuer à s'y engager. Maintenant, vous me posiez la question sur les Européens. Sur les Européens, leur réaction face à cette réalité est très variable. Une partie des Européens et des armées européennes se sont construites, se sont pensées, se sont organisées dans l'OTAN et avec les Américains. Et donc, il y a une forme de gouffre stratégique qui s'ouvre devant eux au sens où une forme d'impensé devient éventuellement possible. Comment faire pour se défendre sans les Américains? D'autres pays avaient intégré ça davantage, peut-être parce qu'ils l'avaient vu venir, peut-être parce que leur histoire stratégique était différente. C'est très clairement le cas de notre pays. Non pas que notre pays estime qu'il serait bien pour l'Europe que les États-Unis se retirent ou soient moins impliqués. Non, pas du tout. Je pense que notre pays, en tout cas militairement, nous estimons que la défense collective avec les forces américaines, c'est quand même la meilleure solution pour l'Europe. Mais sur cette ligne qui est comment être en lien avec les Américains, finalement, nous n'avons que la moitié de la réponse. Nous pouvons aider à être en lien avec les Américains, et notamment militairement, mais nous ne pouvons pas garantir qu'eux souhaitent et restent déployés. Et donc, il y a une deuxième ligne, au-delà de cette première ligne d'action qui est garder autant que faire se peut le lien avec les militaires américains, et c'est ce que nous avons fait à travers l'exercice Warfighter 25. Il y a une deuxième ligne qui est augmenter, accroître les capacités de défense européennes. Et en tout cas, pour ce qui est de notre pays, nous considérons que cette deuxième ligne, elle contribue à la première, c'est-à-dire c'est parce que les Européens auront accru leur capacité de défense et le montreront, et faisant ceci, montreront leur volonté de se défendre, que les Américains pourront avoir encore plus intérêt finalement à rester liés en disant qu'il y a moins de fardeau à porter. Depuis le début de l'année, la France et le Royaume-Uni mènent des échanges soutenus avec d'autres pays européens pour mener une coalition de volontaires en Ukraine. Si un cessez-le-feu est acté avec de telles garanties de sécurité, l'armée de terre serait-elle prête pour un tel déploiement au sol, inédit et qu'on peut juger risqué? Tout d'abord, je pense que la vraie question qui se pose, elle est européenne. La question, l'ambition de notre pays, et je vous le disais en début d'entretien, c'est comment peser sur notre destin. Comment peser sur notre destin, nous, France, et dans un monde dans lequel des puissances énormes émergent et emploient la force, comment pouvons-nous peser sur notre destin, nous, Européens, dans une forme politique à définir? Et que c'est ça la question. Et que dans cette question, la position de notre pays a toujours été il faut employer les instruments de la puissance, diplomatique, économique, culturelle, mais aussi militaire. Et donc l'instrument militaire doit être une aide, doit être un des éléments du déploiement d'une autonomie stratégique, d'une capacité d'action européenne pour peser sur son destin. Il se trouve que l'exercice d'application de cette question est aujourd'hui l'Ukraine. Et donc la question, elle est, je dirais, presque vitale. Si nous voulons montrer et si nous voulons peser sur notre destin, aujourd'hui la question qui se pose à nous est l'Ukraine. Donc nous ne pouvons pas ne pas dire que nous sommes prêts à prouver notre détermination pour aider l'Ukraine à se défendre. Après, quelles en seront les modalités ? C'est une question de situation, de cessez-le-feu, de forces ukrainiennes qui assureraient la défense en première ligne, de forces ukrainiennes qui assureraient la réserve en deuxième ligne, ce qu'on appelle opérationnel, et puis comment les Européens offriraient des garanties de sécurité à l'Ukraine pour dissuader, pour empêcher une reprise des hostilités. Les modalités sont à étudier, mais en tout cas l'armée de terre française,
il est impératif, et moi je garantis que nous serons là pour aider à construire une solution de ce type. Est-ce que ça passera par un déploiement au sol en Ukraine? Si c'est le cas, nous le ferons, nous y contribuerons. Et c'est cette fameuse brigade bonne de guerre à partir de 2025 qui pourra en être l'instrument. Pour finir, vous portez une autre innovation au sein de vos forces, le commandement par intention. Pouvez-vous expliquer de quoi il s'agit et si cela suscite l'intérêt de nos partenaires européens? Alors, le commandement par l'intention, c'est une question de style de commandement, c'est aussi une question de discipline de commandement et à la fin de méthode que je souhaite mettre en place ou remettre en place dans l'armée de terre pour non seulement transformer l'armée de terre par les organisations, par les équipements, etc., mais transformer aussi les mentalités, les modalités de fonctionnement. C'est un commandement qui donne la priorité aux finalités par rapport aux modalités, qui veut donner du sens pour donner à comprendre le sens, pour que ensuite l'initiative, la subsidiarité puisse se déployer. C'est un commandement qui est finalement le commandement qu'on applique ou qu'on doit appliquer en opération. Qu'on applique en opération et qui doit continuer à donner la part belle à la saisie d'initiative. On en a vu un exemple, même s'il il a été caricaturé, au début de l'invasion à grande échelle en Ukraine, avec une armée ukrainienne très décentralisée, capable d'actions audacieuses au bas niveau, dans la profondeur du dispositif adverse et qui a été très efficace tactiquement, opérationnellement, quand en face l'armée russe, alors qu'elle avait une organisation extrêmement élaborée et qu'elle a été capable de faire des manœuvres logistiques du théâtre, c'est ce qu'on appelle opératif, extraordinaire, à plusieurs reprises n'a pas su saisir l'initiative parce qu'en fait, au bas niveau, au niveau élémentaire, cette culture de l'initiative n'était pas là et on exécutait les ordres qui avaient été donnés à la lettre et que si on devait prendre le village X, on prenait le village X, la route avait beau être ouverte devant. Donc ce style de commandement, je souhaite qu'il soit appliqué dans la vie quotidienne parce que c'est une façon de se préparer au combat, mais je souhaite qu'il soit appliqué dans la vie quotidienne parce que je suis absolument persuadé qu'il est plus efficace. Et c'est pour ça que je travaille sur ce commandement par intention, de façon à diffuser cette culture de la subsidiarité, de la responsabilité, de l'initiative à tous les échelons. Est-ce que ça intéresse mes homologues? Oui. Alors ça les intéresse et ça les interroge. Ça les interroge parce que finalement ce style il est très lié à un esprit français, à un système de formation ancien et élaboré qui, à tous les niveaux, essaie de favoriser et d'éduquer à cette initiative. Et l'armée de terre française est connue, les armées françaises sont connues pour être des armées manœuvrantes, capables de saisir l'initiative, de faire des actions qui étonnent beaucoup nos alliés par l'inventivité, etc. Et donc cette culture, elle n'est pas si facile que ça à adopter ou à adapter à chacune des autres armées. Donc ça intéresse, évidemment, mais il y a une question de faisabilité. Cette faisabilité, elle me semble acquise, même s'il faut y travailler dans l'armée de terre française, parce qu'il y a ce socle culturel et que ça répond quelque part, encore une fois, à un esprit français. Et que l'enjeu, c'est de tirer le meilleur de cet esprit français. Merci, Général Pierre Schill. Merci à vous. Pour suivre l'actualité de l'armée de terre française et plus largement les questions de défense, je vous invite à vous abonner sur l'express.fr. N'oubliez pas non plus de suivre l'état-major sur votre application de podcast, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict ou encore Spotify. Vous pouvez nous y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros, début septembre. Après une pause estivale, j'espère vous retrouver un mardi sur deux pour de nouveaux épisodes.